20h sur la télévision Futur Média, bonsoir et bienvenue à tous. Tout de suite le sommaire de cette édition. Tension toujours palpable à ce jeudi à l'université de Dakar après des échauffourées qui ont opposé étudiants et forces de l'ordre. Les manifestants réclament le paiement de leur bourse, mais l'autorité ne compte pas céder à la pression. En conférence de presse, Mary Teuw Niane campe sur sa position et accuse le PDS d'être à l'origine de ces dysfonctionnements sur le campus. Des accusations balayées par le PDS qui réagit à travers Babacar Gaye. Le responsable libéral déclare que le régime sortant n'a rien à voir avec ces scènes de violence qui ont éclaté à l'université. L'affaire de la séquestration du mandataire Dogo connaît enfin son épilogue. Les 6 prévenus, tous militants de l'APR, ont été reconnus coupables et condamnés à 2 ans avec sursis. Importante saisie de médicaments de contrebande par la douane de Diourbel. La prise d'une valeur de 22 millions de francs CFA a été incinérée. Et puis, le focus du jour est consacré à la protection de l'environnement. Avec ce constat, l'homme, premier ennemi de son espace vital. Au Sénégal, insalubrité et dégradation du cadre de vie imposent une nouvelle politique environnementale. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir Léa. Bonsoir Sarah. Rebonsoir à tous. L'université de Dakar a renoué depuis ce mercredi avec des scènes de violence opposant forces de l'ordre et étudiants. Plusieurs d'entre eux ont quitté le campus social par mesure de sécurité. Des affrontements qui ont occasionné plusieurs blessés parmi les étudiants qui considèrent ces actes comme une agression. Ibrahima Kamara, Younous Diatta. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar se réveille sur les traces des affrontements. Forces de l'ordre et étudiants se sont frottés. Un ministre, un homme d'État, une personnalité de grande envergure comme Mary Teuw Niane ne doit pas, n'est-ce pas, dire de tels propos. Nous continuons à ce combat, quitte à ce que nous allons y laisser notre vie, parce que c'est notre avenir. Les chambres se vident de leurs occupants. Les gens ont été défoncer les portes. On a essayé de regarder ce qui se passe derrière, dehors. Lorsqu'on est sorti, on a vu que le couloir était rempli de gémis. Donc on a obligé de fuir pour sauver notre peau. Après, on est revenu pour voir, constater les dégâts. On a vu que tous les couloirs ont été défoncés. Les gémis ont tout gâché. Vous avez vu l'ordinateur comment elle est. À un moment donné, quand on se retrouve au niveau de l'UCAD 2, on nous informe que nos proches qui sont 90 ont été tabassés et on a défoncé leur porte. On nous informe aussi qu'on a défoncé notre porte. Et quand on est venu faire le constat des lieux, c'est ça qu'on a trouvé avec nos bagages saccagés un peu partout. Au même moment, d'autres étudiants montent au front en chantant l'hymne national. Les forces de l'ordre passent à l'attaque. Un chemin mène vers l'hôpital Fann pour s'échapper. Le face-à-face a encore été remis malgré les nombreux blessés. Le ministre de l'Enseignement supérieur campe sur sa position malgré les scènes de violence qui ont éclaté entre étudiants et forces de l'ordre. L'autorité ne cédera pas à la pression. Mary Teuw Niane est catégorique. Les étudiants qui ne veulent pas étudier n'ont qu'à quitter les lieux. Ils comptent assainir le milieu universitaire et supprimer les bourses des non-ayants droit. Mary Teuw Niane que je vous propose d'écouter au micro de Nafissatou Silla et Mardien. Ne jouons pas le masla avec nos jeunes. Nous avons le devoir de leur montrer la voie. Nous avons le devoir de leur dire que ça, ce n'est pas bon. Il nous faut regarder en face et leur dire que ce n'est pas ça la bonne voie. Voilà le discours que je leur tiens. En forçant et en allant séquestrer un certain nombre de personnels et de véhicules. C'est cela qui vient évidemment à côté de toute une ambiance, et nous disons que ça, ce n'est pas acceptable et que le gouvernement n'acceptera pas cela et que nous allons sécuriser l'ensemble des campus où il y aura des troubles pour permettre à ceux qui veulent étudier d'étudier.
Et puis accusé de mettre de l'huile sur le feu, le PDS répond au ministre de l'Enseignement supérieur, Babacar Gaye, porte-parole du PDS, déclare que son parti n'a rien à voir avec les événements qui secouent l'université de Dakar. Le responsable libéral a tout de même tenu à assurer son soutien aux étudiants dont il estime les revendications légitimes. Babacar Gaye s'exprimait sur les ondes de la RFM. Nous l'écoutons. Monsieur Mary Teuw Niane doit commencer par se taire. Pour deux raisons. D'abord, Mary Teuw Niane est connu par l'opinion dans sa versalité politique. Aujourd'hui, qui sont en panne d'idées, Mary Teuw Niane pense que pour faire plaisir au président Macky Sall, il doit se défausser sur celui qui estime qu'investir sur l'homme est le meilleur moyen et le levier le plus sûr pour impulser le développement économique et social. Si aujourd'hui le gouvernement peine à poursuivre ses politiques sociales, il n'a qu'à s'apprendre à lui-même. Le Parti démocrate sénégalais n'a absolument rien à voir avec les revendications légitimes des étudiants qui aujourd'hui sont en train de lutter pour garder leurs acquis. Le Parti démocrate sénégalais soutient cette lutte de la manière la plus démocratique possible. Mais nous dégageons toute responsabilité quant à ce qui s'est passé hier à l'université de Dakar et naguère à l'université de Saint-Louis où les huées qui ont eu lieu à Ziguinchor alors que Maître Wade était encore en France. Et le centre des œuvres universitaires de Dakar n'a pas été épargné non plus. Il a été mis à sac par les étudiants mécontents suite au non-paiement de leur bourse et au refus de leur inscription en master. Une situation déplorée par les autorités du centre. Abdoulaye Diouf Sarr, déterminé à faire un état des lieux pour situer les responsabilités. Le directeur général du COUD demande par ailleurs à l'État de sécuriser le centre des œuvres universitaires. Reportage Fatou Bintou Conté et Thierno Laurent Mendy. La direction du Centre des œuvres universitaires de Dakar a été hier la cible des étudiants de l'université Cheikh Anta Diop. Lors de leurs affrontements avec les forces de l'ordre ce mercredi, le COUD a été mis à sac. J'étais extrêmement choqué de voir ce qui s'est passé, un saccage et véritablement c'est indescriptible simplement. Donc j'ai un sentiment de désolation et de tristesse, et véritablement c'est inquiétant ce qui passe dans l'histoire. On a perdu énormément parce qu'ils ont saccagé effectivement des bureaux, vous avez vu vous-même, ils ont amené des ordinateurs, ils ont éparpillé et détruit de la documentation administrative. Je crois qu'un sinistre ne peut pas être plus important que ça. Ils ont même essayé de défoncer mon propre bureau. Bon, tout cela, je crois quand même que c'est un sinistre extrêmement important. Une situation que déplore le directeur général. Il exige que les responsabilités soient situées et les fautifs punis. Donc, moi, ce que je demande, c'est que les responsabilités soient situées et que véritablement le centre des œuvres universitaires de Dakar soit définitivement sécurisé. En outre, la direction du COUD demande à l'État une sécurisation de leurs lieux de travail, mais aussi des travailleurs. Et que véritablement le centre des œuvres universitaires de Dakar soit définitivement sécurisé. En colère contre les nouvelles réformes universitaires, des étudiants ont engagé un véritable intifada avec les policiers. Beaucoup de blessés ont été dénombrés. Des raisons de sécurité également évoquées par le collège des délégués du COUD pour justifier leur absence des lieux pendant au moins 48 heures. Nous écoutons toujours Ousmane Diagne, représentant du collège des délégués du COUD. Il est au micro de Fatou Bintou Conté et Thierno Laurent Mendy. Nous disons que nous allons observer un arrêt de travail de 48 heures pour protester contre ce que se passe actuellement au niveau du centre des œuvres universitaires et que vous avez tous constaté de visu. Voilà. Mais vous avez vu la casse qu'il y a eu au niveau, là où nous trouvons au niveau de la direction. Nous parlons à présent des locales du 29 juin. L'atmosphère est à l'inquiétude selon le grand serigne de Dakar. Abdoulaye Makhtar Diop en veut pour preuve les violences verbales notées ces derniers temps dans l'arène politique. Déclaration faite au sortir de son audience avec Monseigneur Théodore Adrien Sarr. Une visite pour affermir davantage les liens entre communautés lébou et catholiques. Le grand serigne de Dakar que je vous propose d'écouter au micro de Ibrahima Kane et Youssou Baro. Aujourd'hui est à l'inquiétude parce que ce qui annonce les violences physiques sont les violences verbales.
Et je crois que par-ci, par-là, on commence à distiller véritablement des propos fielleux. Et je pense que nous devons nous garder véritablement de tous les excès verbaux, invectives, injures, etc. Et je pense qu'avant l'ouverture de la campagne électorale, moi je me ferai le devoir de convoquer une conférence de presse et véritablement d'alerter les acteurs politiques, les acteurs de la société civile sur leur devoir vis-à-vis de l'État et de la nation. Parce qu'il n'y a aucune raison que les élections soient toujours un appel d'air à la violence. Et puis, ça y est, l'affaire de la séquestration du mandataire de Benno Bokk Yakaar à Ogo connaît enfin son épilogue. Le verdict est tombé. Les 6 prévenus, tous des militants de l'APR, ont été reconnus coupables d'association de malfaiteurs et sont sortis avec 2 ans avec sursis. L'audience a mobilisé un important dispositif sécuritaire qui a repoussé le public venu nombreux. Ali Bandelnian. L'affaire de la séquestration du mandataire de Benno Bokk Yakaar dans la commune rurale de Ogo a connu son épilogue. Pour la tenue de ce procès dans la petite salle d'audience du palais de justice de Matam, les autorités locales ont dû déployer des forces de la gendarmerie et de la police, assistées par les ASP. Un jeudi particulier, d'autant que le public venu des localités à l'intérieur de la région n'ont pas eu accès à la salle. Les 6 prévenus ont comparu pendant 4 tours d'horloge avant la suspension de séance suite à la plaidoirie de la défense qui a précédé le réquisitoire du procureur de la République. Les 6 prévenus ont tous été retenus coupables d'association de malfaiteurs et écopent d'une peine de 2 ans de prison assortie de sursis. Cette affaire est une malheureuse affaire, comme il en arrive tous les jours dans le monde politique. Et nous pensons que ce qu'il faut, c'est qu'au-delà de la décision judiciaire qui a été prononcée, que le juge renforce l'éducation civique des citoyens, qu'ils comprennent que le temps électoral n'est qu'un temps dans le temps politique, qui lui-même n'est qu'un temps dans le temps social. Et que ce qui est au-dessus de tout et qu'on doit préserver contre et par-devers tous, c'est la paix sociale. C'est pour ça que nous en avons appelé au retour de la paix sociale dans l'arrondissement de Ogo et dans la commune de Sinthiou Garba. Il ne s'agissait que de querelles de tendance entre membres de l'APR dans un Benno, comme j'ai l'habitude de le dire, qui s'est mué en Tassaro. Mais nous devons être plus grands que les conjonctures et les conjectures politiques et dépasser cette situation. Je pense que c'est à cela que cette décision fait référence et je pense que nous pouvons en être satisfaits. Un verdict pour libérer tout ce beau monde qui attendait depuis très longtemps sous l'ombre des arbres autour du palais de justice auprès de qui l'avocat a eu droit à un véritable bain de foule. A rappeler que Alassane Niane a renoncé à tout dommage et intérêt. Et contrairement à d'autres corporations, l'Union des marins et mareyeurs du port autonome de Dakar dit oui aux accords de pêche signés entre le Sénégal et l'Union européenne. Un oui toutefois soumis à condition, celle de revoir le chapitre 5 de l'accord concernant l'embarquement des marins sénégalais à bord des navires étrangers. Ils étaient en sit-in au môle 10 du quai de pêche du port de Dakar. Salimata Aoussek, Modou Diop. Ils étaient nombreux ce matin à arborer des pancartes et banderoles pour dénoncer le chapitre 5 des accords de pêche signés entre le Sénégal et l'Union européenne. Un chapitre 5 qui stipule le chapitre 5 du protocole d'accord qui dit que si les navires ils viennent au Sénégal, ils vont prendre 20% de marins sénégalais ou éventuellement des marins des pays ACP. Nous voulons qu'avant la ratification de ces accords, que le ministre appelle les acteurs de la pêche industrielle, qu'ils puissent discuter et pour voir comment on peut modifier ce chapitre, parce qu'il n'avantage en aucun cas les marins sénégalais. Par ailleurs, les mareyeurs ont fustigé la démarche du GAIPES dirigée par Saersec. Le problème avec le GAIPES, il ne paie pas. Il ne paie pas normalement. Un marin, il peut aller en mer, faire 2 mois et 3 mois et revenir, sans même avoir un seul poisson pour amener à la maison. Même si tu as un poisson, tu l'achètes. Tu l'achètes chez le mareyeur pour l'amener à la maison. Et les salaires qu'il paie sont des salaires dérisoires. Autre problème soulevé, les barrages posés par les autorités du port autonome de Dakar.
On veut que les autorités du port enlèvent ce barrage. Cela ne nous arrange pas et puis ça nous empêche de travailler correctement. Pour ces marins et mareyeurs, les accords de pêche vont leur permettre d'avoir un travail décent, de disposer d'un quota de produits et aux consommateurs aussi de s'approvisionner correctement en produits halieutiques. Hors de Dakar, 5 tonnes de médicaments de contrebande d'une valeur de 22 millions de francs CFA. C'est le résultat des dernières saisies de la subdivision des douanes de Diourbel. Toute cette quantité a été incinérée. Diourbel, plaque tournante du trafic de médicaments. Les autorités annoncent des mesures pour contenir le fléau. Mohamed Diop, images et montage de Talassam. Ce gros tas qui est en train de s'enflammer sous l'œil vigilant des autorités administratives, c'est le résultat des dernières saisies de la subdivision des douanes de Diourbel. Ces saisies, représentant une quantité estimée à 5 tonnes, d'une valeur globale de 22 780 923 francs, sont effectuées pour l'essentiel dans l'espace de quelques mois, c'est-à-dire après la dernière incinération du 5 juillet 2013. Ce qui démontre du reste toute l'ampleur que constitue ce phénomène de trafic de médicaments dans la région. Les produits objets de cette incinération concernent d'une part des médicaments de spécialité pharmaceutique détournés de leur circuit officiel et d'autre part des médicaments et autres produits contrefaits introduits en contrebande dans le territoire national. 5 tonnes saisies en l'espace de quelques mois, la région de Diourbel est alors devenue l'une des plaques tournantes du trafic de médicaments. Et ce que l'on a vu ici aujourd'hui est proprement ahurissant. C'est très inquiétant et tout le monde doit s'en inquiéter. Donc je disais qu'il n'est pas admissible qu'on laisse nos populations à la merci des personnes qui recherchent seulement le profit et qui mettent à leur disposition, parce que simplement ces populations sont désemparées, qui mettent donc à leur disposition des produits qui ne les soignent pas, qui ne soignent pas leur maladie, mais également qui vont leur causer d'innombrables autres désordres, plus graves encore que la maladie qu'ils étaient censés soigner. Et on l'a dit il n'y a pas longtemps, dans la région de Diourbel, on trouve le plus de cas d'insuffisance rénale depuis quelques années. Et je pense que les faux médicaments ne sont pas étrangers à cette situation-là. Donc les autorités l'ont dit, elles disent toujours qu'elles sont engagées dans ce but-là, mais on souhaite encore plus de volonté, plus de moyens, plus de sensibilisation des populations. L'administration est en train de marquer des points. L'État s'est engagé lors du passage du ministre de la Santé au niveau de la région. C'était une idée aussi qui était dégagée. Et nous disons, d'ici peu, on va mettre sur pied le comité régional chargé de lutter contre ce phénomène. Face à l'ampleur du phénomène, les acteurs louent les actions de l'État mais invitent à plus d'efforts pour l'éradication complète du fléau. Le focus du jour à présent, il est consacré à l'environnement et à sa protection. Les changements climatiques, une réalité au XXIe siècle, et à l'origine de ces changements, les gaz à effet de serre. Ces gaz à effet de serre absorbent une partie des rayons solaires en les redistribuant sous forme de radiation au sein de l'atmosphère terrestre. Les changements climatiques qu'ils provoquent impactent sur la biodiversité et les ressources naturelles. Bintouloum Diafaraba. Les émissions de gaz à effet de serre dues aux activités humaines sont les principales causes du réchauffement climatique. Ce changement climatique est principalement dû à ce qu'on appelle l'effet de serre. L'effet de serre causé justement par les émissions de gaz carbonique qui aujourd'hui entraînent une perturbation justement du climat. L'épuisement des ressources naturelles, le réchauffement des eaux, le recul de la biodiversité sont entre autres les conséquences du changement climatique. Le changement climatique, je dis, impacte tous les secteurs. Mais je pense qu'on pourrait citer quelques exemples. Je veux parler aujourd'hui de l'élévation du niveau de la mer, qui aujourd'hui menace le littoral, menace nos côtes. Vous avez également la perte de biodiversité. La perte de biodiversité, c'est à travers les plantes. Vous avez également des perturbations sur l'agriculture.
Vous avez également le réchauffement des eaux marines. Qui dit réchauffement des eaux marines dit perturbation justement dans la migration des poissons. Aujourd'hui, ce qu'on voit dans tout le monde entier, il est certain que ce changement climatique est à l'origine de ces inondations. Une implication constante et un changement de comportement des populations s'avèrent nécessaires pour une protection efficace du climat. Si on voulait lutter contre le changement climatique, c'est d'abord de faire moins utilisation du thermique. À ce moment, on se tournerait vers les énergies renouvelables. Je dirais, on est 5 habités comme ça, on vient tous les jours travailler sur Dakar. Est-ce qu'on a vraiment besoin de prendre chacun sa voiture pour venir travailler? Depuis plusieurs années, le changement climatique préoccupe les acteurs de l'environnement. Les populations sont invitées à faire de petits gestes écologiques pour un meilleur quotidien. Et ces changements climatiques qui découlent de l'action humaine sont la cause de nombreuses maladies à travers les vagues de chaleur, les inondations et la sécheresse. Toutes les espèces humaines comme animales sont menacées des changements brusques de température lourds de conséquences. Reportage Aïssatou Païfal et Tierno Laurent Mendy. La santé et le climat, deux notions complètement à l'opposé l'une de l'autre. Malheureusement, il existe un lien entre elles. Notre santé à l'épreuve des changements climatiques. Le cas des maladies climato-dépendantes qui sont dues seulement au réchauffement climatique, cas du palu, qui dans beaucoup de régions, n'est-ce pas, pose ces cas donc de problèmes avec donc l'élévation donc de la température due au changement climatique. Et les enfants dans tout cela, ils ne sont guère épargnés, surtout ceux qui vivent dans les pays pauvres. Parmi ces maladies, on peut citer des affections, par exemple, comme la rhinite allergique, les angines, les sinusites de certains virus qui circulent lors des périodes de vent fort ou des périodes de fraîcheur. Des répercussions sur l'espèce animale aussi. Les modifications du climat peuvent causer d'énormes dégâts aux animaux. Ces dernières années, nous sommes confrontés à des crises récurrentes liées à ces déficits. Un animal qui n'est pas bien nourri est un animal malnutri. Et quand on dit l'animal est malnutri, il est exposé plus à des maladies. Je vais vous citer une maladie qui est un peu liée à ce changement intervenu dans cette zone, qui est la fièvre de la vallée du Rift. C'est une maladie qui a sévi l'année passée. Et c'est une maladie extrêmement grave. Pourquoi? Parce que la maladie attaque aussi bien l'homme que l'animal. La sensibilisation des populations et le renforcement des systèmes de santé semblent alors indispensables afin de réduire les risques liés à cette menace. Et même s'il est le premier à en subir les conséquences directes, l'homme est l'unique responsable de la détérioration de l'environnement. À l'instar du monde entier, au Sénégal, la question de la protection de l'environnement se pose aussi avec acuité. L'insalubrité et la dégradation de l'espace public sont telles qu'on peut se demander si les Sénégalais sont conscients de l'impact de leurs actes sur l'environnement. Salimata Aoussek, Ibo Cissé. Des sachets plastiques, des gobelets par terre, des restes d'aliments, des actes décriés par ces citoyens. C'est des ignorants, c'est des ignorants. Il y a un défaut, parce que non seulement que si vraiment que tu es bien éduqué, il y a certaines choses tu ne peux pas le faire. Il y a un défaut. Mais nous sommes éduqués, ils ont bien éduqué, mais ils marchent, tu as vu, ils marchent, là où ils voient une peau de mbalit, je ne sais pas, ils jettent là-bas. Le civisme nécessite du citoyen qu'il connaisse ses droits, mais aussi ses devoirs. Problème d'éducation à la base. Si vous éduquez un enfant, vous lui transmettez que jeter les choses par terre ne participe pas à l'assainissement de son environnement, il ne sera pas, si vous voulez, un peu sensibilisé à la chose. Voilà. Par contre, s'il a appris ça très tôt, il va le garder. Parmi les solutions préconisées, la sensibilisation des populations, selon cette dame. Sensibiliser On doit sensibiliser les citoyens et cela commence dans les maisons. Je demande aux parents de veiller à ce que leurs enfants aient une bonne éducation de base. Certaines rues de Dakar sont devenues de véritables dépotoirs d'ordures. Selon la plupart de nos interlocuteurs, il faut œuvrer pour le suivi de l'éducation civique à l'école,
pour corriger certaines tares. La page des sports que nous ouvrons avec ces Jeux de l'amitié. Le Sénégal a effectué le déplacement au Botswana avec quelques 15 athlètes pour participer à ces joutes africaines. La deuxième édition du genre après celle du Maroc il y a quelques années. Le ministre des Sports revient sur la participation sénégalaise. Manick Ndiaye, que je vous propose d'écouter au micro de Cheikh Tidiane Dione. Nous allons au Botswana, pas pour compétir mais pour participer à des Jeux. C'est différent. La compétition, c'est les championnats d'Afrique, c'est les championnats du monde, c'est les coupes d'Afrique, c'est les coupes du monde. Ici, nous allons à des Jeux. Les Jeux supposent la fraternité, le brassage, le fair play, la participation. Le Sénégal sera présent pour la deuxième fois aux Jeux de la jeunesse africaine au bout. Mais nous y allons non pas pour gagner et rivaliser, mais pour participer. En participant maintenant, le Sénégal ne sera pas ridicule parce qu'il y aura des compétitions. Mais l'esprit premier, c'est les Jeux. L'esprit second, c'est la compétition. Football, l'international sénégalais Alassane Dour récompensé lors de la nuit du football africain qui s'est tenue hier dans un hôtel de la Place. L'ancien pensionnaire de Saint-Étienne a reçu un trophée des mains de l'initiateur. L'homme au cœur d'or a beaucoup investi dans le social. Alassane Dour au micro de Cheikh Tidiane Dione. D'être récompensé d'un trophée par Aliou Goloko qui a initié cette soirée à l'honneur du football. Donc je pense que c'est même pas par rapport au foot que j'ai reçu cette récompense, mais c'est au-delà du foot. La chaîne de solidarité que j'ai initiée avec Moustapha Dieng. Mais en fait, ce qui nous a poussé, c'est déjà avoir un regard sur son pays, savoir ce que vraiment vit son pays. Aujourd'hui, on est des patriotes. On a représenté le Sénégal dignement un peu partout au plus haut niveau, dans le monde entier. Maintenant, on est revenu au Sénégal un peu pour créer quelque chose qui va aujourd'hui rendre service à des personnes, à des gens qui vivent la précarité. Jour J-21 pour le début de la Coupe du Monde et on continue notre gazette du mondial avec des incertitudes qui continuent de planer sur la participation de certains joueurs, notamment Suarez et Van Persie, mais aussi sur le stade de São Paulo qui doit accueillir le match d'ouverture. Un récit signé Abdulaziz Kane. À mesure que la grande messe du football mondial approche, l'incertitude qui plane sur la participation de certaines stars à la Coupe du Monde s'accumule. C'est désormais l'Uruguay qui tremble puisque son attaquant vedette Luis Suarez a été opéré au genou ce jeudi. Le buteur de Liverpool s'est blessé à l'entraînement et a dû recevoir une intervention. Mais du côté de la Céleste, on reste optimiste quant à la participation de Suarez pour la Coupe du Monde. Si l'Uruguay tremble, les Pays-Bas retiennent leur souffle puisque l'attaquant Robin Van Persie a lui aussi ressenti une gêne au niveau du genou. Une information livrée par le quotidien néerlandais dit Télégraphe. Inquiétant quand on sait que l'attaquant de Manchester United a été éloigné des terrains pendant 1 mois et demi après une blessure au même endroit. La Nationalmannschaft est inscrite quant à elle au rayon des bonnes nouvelles car Bastian Schweinsteiger et Manuel Neuer commencent à se remettre sur pied. Les deux Bavarois ont raté le début du stage de la sélection allemande qui se tient actuellement dans les Alpes italiennes, mais le staff technique rassure sur leur état de forme. Le sélectionneur de l'Argentine affine doucement sa liste, composée au départ de 30 joueurs. Alejandro Sabella a réduit sa sélection à 26 albicelestes. Ainsi, Franco Di Santo, Lisandro Lopez, Fabian Rinaldo et Gabriel Mercado ont été écartés. Au Brésil, l'heure est encore au test puisque le stade de São Paulo qui doit accueillir le match d'ouverture de la Coupe du Monde va subir un second match d'essai le 1er juin. Après celui effectué le 19 mai, les organisateurs comptent cette fois y déplacer un match de championnat avec 50 000 spectateurs pour tester les installations en conditions de match. La rencontre d'ouverture du mondial opposera le Brésil à la Croatie le 12 juin à São Paulo. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Après cette édition, à 21h, vous retrouverez le grand Raja Sangay et ses invités dans Liti Penchemi pour parler de la baisse effective du prix du pain à 0 heure. Vous aurez Ibrahim Akan à la présentation du bulletin d'information et l'info continue sur votre site www.gfm.sn. Merci Léa. Merci Sarah. Merci à tous et agréable fin de soirée sur notre antenne. À demain.